On est dans un combat qu'il va falloir gagner. Alors déjà, on a déjà des victoires. Des petites victoires, mais quand même des victoires déjà. Et donc, c'est ces 3 victoires qu'on voudrait déjà vous présenter. Marc Frouin de BioSérénité et puis Marion, si tu viens un petit peu l'aider. Donc, sur l'électrophysiologie au service des dépressions sévères. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être restés connectés aussi nombreux parce que je suis avec attention le nombre. Vous êtes derrière vos écrans et vous êtes nombreux. J'ai le plaisir de vous présenter Marc Frouin, avec qui nous travaillons depuis maintenant quelques mois pour mettre en place cette innovation dans le domaine de l'électrophysiologie, spécifiquement adressée à une question importante en psychiatrie qui est celle des pathologies résistantes, aussi bien dans le cas des dépressions que de la schizophrénie. Ce sont des patients qui ne répondent pas au traitement et on va vous présenter le projet RESIST qui a pour objet de déployer une clinique électrophysiologique de prise en charge des pathologies résistantes. Je vais laisser Marc vous présenter BioSérénity. Moi, j'ai la chance d'être le directeur général d'une start-up qui est maintenant un peu plus âgée, qui est de 2014. Donc nous sommes 700 personnes maintenant, donc autour de ces sujets de déploiement de technologies utilisables entre la télémédecine et très centré sur l'électrophysiologie. Donc on a 400 personnes en France et 300 aux États-Unis. Notre budget de R&D, on a du coup les moyens, on a plus de moyens. Le budget de R&D est de 16 millions. Et effectivement, on a décidé d'en consacrer une partie. On a beaucoup travaillé sur la neurologie et du coup de rapprocher la neurologie et la psychiatrie. Et donc certains des marqueurs qui n'ont pas été mentionnés par Monsieur Vernier tout à l'heure, mais qui sont des marqueurs forts parce que le cerveau a un fonctionnement très dynamique. C'est les marqueurs d'électrophysiologie centrés sur les mesures neuronaux et la capacité donc de les regarder non plus, et c'est ce qu'on va regarder d'une façon visuelle, mais de les regarder d'une façon calculée, avec des calculs sur des séquences longues. Donc nous sommes fabricants de dispositifs médicaux et de plateformes, puisque les dispositifs se connectent, permettent de faire des choses différemment de ce qui est fait habituellement, et notre objectif est de travailler sur les dispositifs médicaux centrés patients. Donc qu'ils soient centrés établissement, salle dans l'établissement, lieu, etc. Donc de faire entre guillemets des plateaux techniques les plus portables possibles. Voilà. Et par contre, notre business model est un peu particulier puisque nous avions au départ pensé qu'on vendrait des devices, vendrait des équipements et du numérique. Et en réalité, on fait effectivement exactement, on livre le service complet, c'est-à-dire qu'on a dans notre effectif beaucoup de médecins, d'infirmiers et de techniciens qui font tourner les plateformes techniques. Et ça ne veut pas dire qu'on restera comme ça dans la durée, mais ça permet de les mettre en route et d'avoir des cycles courts d'innovation et des cycles rapides, locaux et fonctionnement. Donc on travaille que sur 2 géographies, la France et les États-Unis, c'est déjà pas mal, avec effectivement sur 2019 un chiffre d'affaires important aux États-Unis, sur 2020 toujours important, mais moins important parce qu'on a plus grossi en France, et la pandémie Covid aux États-Unis a été une véritable catastrophe pour le système de santé, même si ça paraît pas comme ça. Avec beaucoup même de nos clients qui ont des problèmes financiers. Les hôpitaux ont des problèmes financiers. Bon, très rapidement, la Fondation Fondamentale travaille avec BioSérénity. La Fondation Fondamentale, c'est une fondation de coopération scientifique qui a été créée en 2007 pour innover dans le diagnostic, mais aussi dans la compréhension de ces maladies et dans le déploiement d'un certain nombre d'outils stratégiques. Non, ça va trop vite. Fragile. Alors, pourquoi travailler sur les pathologies résistantes? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la définition de ces pathologies, ce sont des patients qui ne répondent pas au traitement et ça représente 30% des patients qui souffrent de dépression ou de schizophrénie, donc c'est un nombre important et c'est un besoin médical extrêmement important parce qu'avoir une pathologie résistante, c'est le risque que ces pathologies deviennent chroniques, qu'elles s'associent à des altérations cognitives et qu'elles aient un pronostic défavorable aussi par l'association à des pathologies somatiques qui sont plus fréquentes. Et puis sur le plan économique, les pathologies résistantes, c'est les plus coûteuses de toutes les pathologies psychiatriques, ce qui intuitivement est assez évident. Donc il y a une étude américaine qui montre un coût extrêmement important des pathologies résistantes. Et globalement, ce qu'on sait, c'est qu'une pathologie résistante, dépressive par exemple, c'est 2 fois plus coûteux qu'une dépression qui va bien répondre au traitement.
D'où l'importance à la fois de déployer ce type d'outils, et c'est ce que Marc va vous expliquer dans une seconde sur le plan de la pratique quotidienne, mais c'est aussi important sur le plan de la recherche pour utiliser les données qu'on va recueillir au cours des évaluations électrophysiologiques qui vont être faites pour mieux caractériser et mieux stratifier des patients dont on sait qu'ils sont porteurs de pathologies extrêmement hétérogènes. Et pour cela, l'objectif est, chez les patients résistants, de collecter de façon prospective des données électrophysiologiques issues des outils qui sont développés par BioSerenity et d'utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour pouvoir développer des algorithmes de diagnostic et de pilotage des parcours de soins, bien sûr, à partir donc des stratifications pour les populations extrêmement hétérogènes. Je passe la parole à Marc. Alors, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de partir d'examens existants, d'examens d'électrophysiologie existants. Donc, on part de 3 examens. Donc, l'ERG, qui est un examen qui est d'origine vient de l'examen du fond de l'œil, donc permet de regarder le fonctionnement donc, des neurones et du fond de l'œil, vérifier que l'ensemble donc des neurones qui sont une partie importante des neurones rentrant dans le cerveau fonctionne. L'EEG, l'électroencéphalogramme, et puis enfin l'électrocardiogramme qui est un peu plus étudié. Et pour ces pathologies, de faire quoi? C'est-à-dire de faire les couches intermédiaires qui permettent de rajouter avec la data science ce microscope électronique à balayage, on va dire, ou on l'appelle comme on veut, mais cet nouvel instrument formidable qu'est le numérique, pour pouvoir effectivement extraire de ces signaux des marqueurs, des biomarqueurs dynamiques, mais des biomarqueurs qui vont être suffisamment percutants et forts pour permettre de caractériser des états, et des états très dynamiquement, c'est-à-dire des états à un jour donné, pas seulement de la physiopathologie, mais également dans le temps et dans leur évolution dans le temps. Alors, c'est un domaine immense qui est en train de s'ouvrir, puisque effectivement, la capacité, il y a énormément de travaux dans le monde au niveau scientifique sur le brain-computer interface et tout ce que ça veut dire, et on peut utiliser beaucoup de travaux existants pour arriver à faire ça. On a également des études plus longues, avec des études de type mesure de nuit. Les mesures de nuit ont toujours une influence sur la journée et réciproquement. Donc la polysomnographie, qui rentre, même si ce n'est pas exactement la polysomnographie, on n'est pas en train de chercher de l'apnée du sommeil, mais qui rentre directement dans la mesure pour pouvoir effectivement donner ces marqueurs complémentaires et relier effectivement ce qu'on a pu voir, ce qui est plus facile de mesurer des jours de nuit que de jour, bien sûr. Ça peut être fait beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus facilement. Une fois qu'on a ces technologies en route, on n'est pas parti de rien, on est parti parce qu'il y avait des publications, parce qu'il y avait des scientifiques qui avaient déjà travaillé sur ces sujets, et parce que ça devient possible à partir de couches de data science qu'on avait besoin de toute façon de faire, c'est-à-dire d'extraction des signaux pour arriver à faire des analyses et des examens. Vous allez voir tout à l'heure, donc à peu près ce que je veux dire. Et qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça? On est capable de voir des marqueurs plus rapidement. Donc on est capable de ne pas besoin d'avoir à attendre 3 semaines pour voir qu'effectivement il ne va pas y avoir de réaction à un nouveau traitement ou à un traitement complexe qui est multimolécule. Donc, voir tout de suite ce qui se passe. Alors là, on a des représentations entre ce qu'on fait dans l'ERG, ce qu'on fait dans l'EEG, etc. Mais d'une façon générale, on est dans les mêmes choses. De voir le fonctionnement, et ça, je pense que c'est un élément vraiment qui pourrait devenir très critique si on arrive à le faire fonctionner. Donc, les performances de la neurostimulation, en les regardant avant, après des examens et en étant capable de les regarder très court terme, très rapidement et très fréquemment, et on s'aperçoit dans toutes les études qu'on a pu faire dans tous les autres sujets que la data science sur un patient va marcher d'autant mieux. Alors on parle d'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup de choses intermédiaires, beaucoup de traitements de signaux, etc., qui vont venir permettre de faire la data science. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'intrapatient a autant d'importance que l'extrapatient. C'est-à-dire que les multiples mesures d'une même personne vont donner autant d'informations, voire plus que ce qu'on est capable d'obtenir sur une cohorte ou une population. Et donc cette importance-là, en particulier dans ce qu'on cherche à faire nous, on va la retrouver à ces éléments-là. Et puis tout ce qui est bien sûr les traitements et les comorbidités, pour effectivement réagir au plus vite pour le bon traitement, et effectivement en particulier en cas de résistance, puisqu'on va avoir tendance à jouer avec des choses un peu plus dangereuses, un peu plus complexes, et le faire dans un contexte où on va sans arrêt et tout le temps être en surveillance des effets indésirables. Voilà. Et l'ensemble permettant d'obtenir les résultats. Et ça veut dire que c'est un nouveau domaine qui s'ouvre pour nous. Je pense qu'il s'ouvre aussi dans la caractérisation de ces pathologies, des pathologies mentales, enfin des problèmes mentaux, qui soient neuro ou qui soient psychiatriques, et que les deux vont se relier beaucoup plus. Enfin, c'est l'impression qu'on en a nous dans le futur. Les deux savoir-faire, où il va y avoir un nouveau savoir-faire qui est peut-être qui existe déjà, un neuropsychiatre, mais qui va continuer à se développer autour de ces éléments-là.
Alors, l'objectif pour nous à haut niveau, c'est effectivement dans le territoire du FHU, donc ADAPT, être capable d'offrir un service permettant de mettre ces actes, donc l'équivalent d'un plateau technique qu'on ne pourrait pas multiplier dans chaque site, à chaque endroit, à chaque moment, à chaque truc, voire à chaque patient, le faire de façon très dynamique. Donc il y a deux parties dans mon petit dessin là. La partie de droite en dessous qui est ce qui se passe pour les soignants, et puis la partie au-dessus qui est plutôt ce qui se passe pour les patients, mais qui va effectivement venir s'intégrer d'un côté pour les soignants et de l'autre côté pour les patients, pour être capable de faire ces examens le plus simplement possible, le plus facilement possible, en partie avec des choses portables, en partie avec des choses faites sur site, et en partie avec des choses qui peuvent être faites qui vont être faites depuis un principe de pouvoir avoir un véhicule qui se déplace, qui est capable d'aller faire des examens, mais tout ça pour pouvoir offrir des plateaux techniques à l'ensemble du périmètre, pour pouvoir faire effectivement ce qu'on vient de donner tout à l'heure. Et puis on est dans une construction de, je ne sais pas si ce terme-là vous dit quelque chose, mais on est dans une construction de data lake, participer à un data lake, travail fondamental pour effectivement livrer les données dans un contexte de data lake. Data lake voulant dire on a plein de données et on les accumule. Au départ, c'est pas une étude clinique pilotée, on sait 100% de ce qu'on va obtenir, mais on accumule aussi les données pour pouvoir faire des travaux complémentaires et lever des hypothèses sur des travaux complémentaires. Là, pour nous, l'espace à traiter est tel qu'on est obligé de penser qu'on va savoir démarrer avec un certain nombre de choses et que ça va être sans arrêt évolutif. Donc pour revenir rapidement, nous avons déjà une capacité de faire, de traiter. Aujourd'hui, mon équipe, je ne vais pas réussir à les faire toutes. Je ne sais pas si c'est... Non, excusez-moi, c'est vraiment très subtil. Donc on a des produits, on vous montrera un tout à l'heure s'il faut, mais qui sont très très portables, très très proches du patient. On part de plateau technique à un ERG, ça coûte 35 000 €. On essaye de faire ça pour quelques centaines d'euros ou s'appuyer sur des produits grand public pour arriver à faire ça au maximum. Donc j'ai une équipe de hardware qui fait du semi-conducteur, etc. Mais donc mettre tout ça dans des contextes où ça devient possible de multiplier et le faire en ayant le device connecté le plus facilement possible dans les contextes de ce qu'on vient de voir, sauf qu'on enrichit les données d'un téléphone par des données qui sont des données d'instruments, et qu'on est capable de remettre en fonctionnement. Donc ma boîte ma société a travaillé pour les hôpitaux et les professionnels de santé. On est sous-traitant. L'année dernière, on a fait 100 000 patients. Alors, le déploiement, ce qu'on veut, c'est l'avoir sans contrainte, donc pour que la multiplication, la facilité de faire se fasse le plus facilement possible, dans un contexte où effectivement on va être quand même sur une sous-population, des sous-populations complexes, donc on a besoin d'une collaboration forte et où la télé-expertise permet d'offrir donc sur un territoire quelque chose qui n'est sinon pas possible si c'est pas sur un territoire. Donc pouvoir se déplacer, couvrir un territoire entier, ce qui est en soi un challenge, réglementairement comme fonctionnellement, comme opérationnellement. Donc avec des unités mobiles et puis du matériel qui est mis en place partout, qui est le plus facile possible à utiliser. Donc le principe de ce qu'on essaie de faire, c'est un écosystème ambitieux. Pour nous, les enjeux, on a parlé d'enjeux médicaux et ils sont très lourds. En début de séance, on a parlé aussi d'enjeux économiques. Il est évident que les enjeux économiques sur des sujets comme ceux que je mentionne sont considérables. Le marché du device en santé est un marché. Si on arrive à le faire fonctionner au niveau de gold standard et qu'on enrichit les gold standards, ce sont des marchés qui sont considérables. Le care management chez nous, c'est assez faible. Aux États-Unis, c'est déjà un marché de 15 milliards. Qui concerne surtout les pathologies chroniques de fin de vie, oncologie, etc. Mais c'est des marchés très importants. Donc économiquement, il y a quelque chose à développer pour lequel on doit prendre un relais. Mon entreprise, nous, on estime qu'il y a un relais à prendre sur les pathologies qui ne sont pas des killers pour les labos pharma. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent mis dans la recherche quand le labo pharma a une énorme valorisation potentielle s'il s'en sort, mais quand on est dans des pathologies où il faut travailler en amélioration continue, de plus en plus on voit d'ailleurs que Sanofi a laissé tomber tout un tas de secteurs comme la cardio, etc., parce que ça rapporte pas assez, la recherche fonctionne pas assez bien. Donc il faut arriver à faire le relais pour les patients, et ça c'est là que le numérique et le co-travail peut amener effectivement des relais importants. Et si on ne fait pas ces relais, ils seront faits de toute façon par quelqu'un dans le monde. Donc il y a un développement économique où on a intérêt à être les créateurs de valeur ici en France et les créateurs de valeur pour vendre et exporter. C'est ce que nous essayons de faire, les PME, je pense. C'est notre rôle en accompagnement c'est bien de multiplier et de tirer parti du résultat. Voilà, alors pour résumer, donc on est sur un médecine centré patient, centré parcours, donc arrive à couvrir un territoire et les patients avec des vecteurs d'innovation de recherche qui sont assez
atteignable à condition qu'on sache mélanger soins et recherche. Voilà. Et puis nous, on a Marion nous a dit, il faut sortir les éléments qui sont compliqués. Le réglementaire, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est clairement si la région peut aider à fédérer ça et nous aider avec le réglementaire, ce serait bien, parce que c'est toujours compliqué, surtout quand on est multi-établissement. On n'est pas habitué à faire ça en France. La gestion des données, bon, ça c'est clair, on en a parlé, c'est sans arrêt quelque chose. Il faut faire attention, il faut lever les barrières, mais on peut le faire. Il faut juste le faire bien. Donc on travaille forcément avec des plateformes de données de santé, nous, de toute façon. Et puis il y a un côté financier. Comment est-ce qu'on va travailler? Donc sur ce projet-là, nous on travaille sur fonds propres. Hein, donc c'est pas un projet de recherche financé par l'extérieur, c'est un travail sur fonds propres. On a la chance de pouvoir le faire. Donc on le fait comme ça. Voilà. Et après ça, à terminaison, je pense que nous, pour un projet, enfin terminaison, ce sera jamais fini, mais sur un projet comme ça, c'est des nouveaux actes, des nouveaux plateaux techniques qui devraient pouvoir rentrer également pour, je veux dire, enrichir le domaine de la santé mentale entre neurologie et psychiatrie, avec des plateaux techniques comme ça existe dans d'autres médecines qui ne sont pas forcément aussi faciles que ça à inventer. Hein. Pour la psychiatrie, c'est pas si simple.